chers amis, mes chers camarades, quel plaisir de vous retrouver ce soir à Hénin-Beaumont pour notre dernier meeting de campagne. Hénin-Beaumont, ville de la Reconquête en 2007, à l'époque où déjà, après la victoire de Nicolas Sarkozy, le Front National avait été décrété comme mort et enterré, comme il l'a été voici maintenant 2 ans. Et depuis 2 ans, Marine a été la victime d'un acharnement visant à la faire disparaître de la vie politique. Et aujourd'hui, Marine est là, devant vous, debout, prête à faire vaciller ce vieux système qui, lui, est à bout de souffle. Hénin-Beaumont, ville qui a élu Marine Le Pen députée avec le score de 66% des voix lors du second tour des élections législatives de 2017. Hénin-Beaumont, ville de 27 000 habitants, qui m'a fait l'honneur de m'élire maire en 2014, dès le premier tour des municipales. Hénin-Beaumont, c'est plus qu'un exemple, c'est évidemment un symbole. Un symbole autrefois de ce que la politique pouvait faire de pire, un exemple aujourd'hui de ce qu'elle peut faire de mieux. Quelle fierté pour moi que d'être le maire d'une ville de précurseurs, de citoyens attachés à ces valeurs que nous défendons avec cette même ferveur, l'attachement à notre histoire et à notre identité, la défense d'un modèle économique et social que le monde nous enviait et qui a été mis à sac. Et surtout, une certaine idée de la France, une France libre, rebelle, digne et fière. Mes amis, ce soir, c'est également en qualité de vice-président de notre mouvement que je m'exprime. Il y a maintenant presque 1 an jour pour jour, le Front National, fier de plus de 4 décennies de défense inconditionnelle du peuple français, devenait, grâce à la volonté de ses adhérents et surtout au nez fin de sa présidente, le Rassemblement national. Ce changement n'a fait que rappeler notre vocation première, celle de rassembler nos compatriotes au sein d'un même pôle de résistance face au système. Ce soir, je suis également fier, comme vous, je suppose, de notre tête de liste, Jordan Bardella. À 23 ans, il a démontré sa solidité, sa pugnacité et sa compétence. Jordan, nous sommes fiers de toi. Nous pouvons également être fiers d'avoir, depuis maintenant quelques années, accueilli à nos côtés des hommes et des femmes issus de tous les horizons politiques. Fiers qu'il y a quelques mois, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, l'ancien député UMP, Jean-Paul Garot, aient perçu en nous la capacité de défendre notre pays. Ils sont présents ce soir. Merci de les applaudir. Cette ville d'Hénin-Beaumont, je l'ai gagnée en unissant les bonnes volontés, qu'elles viennent de droite ou de gauche, pourvu qu'elles aient à cœur l'essentiel, c'est-à-dire l'amour de la France. Et c'est ce qui a fait notre victoire. Quand notre pays est menacé de disparition, quand son peuple est victime de l'abandon, il ne faut pas tergiverser, il faut s'unir. Plus que nos chapelles politiques, plus que nos orgueils, plus que nos petits précarés, c'est la France dont il s'agit. C'est la France qui est en péril et qui doit être sauvée. Et cela doit rester notre mot d'ordre, ni droite, ni gauche, juste français et fier de l'être.
Et ce soir, nous accueillons pour ce dernier meeting de campagne une personnalité qui incarne parfaitement cela. Après avoir été un cadre important de la France insoumise pendant de nombreuses années, il a constaté la dérive de cette formation politique. Il a su reconnaître dans la liste que nous présentons sa capacité à défendre un intérêt supérieur à nos individualités et nos clivages partisans. Avec une dignité et une hauteur qui imposent le respect, il a expliqué publiquement son cheminement personnel, sans trahir les siens, sans les dénigrer, sans cracher dans la soupe, alors même qu'il était un proche de Jean-Luc Mélenchon. Une telle attitude force le respect. Alors, chers amis, je vous demande d'accueillir ce soir et d'ovationner comme il se doit Andrea Cotarac. Ma première surprise n'est pas d'être au sein d'un rassemblement national ou un meeting, c'est de subir cette chaleur méditerranéenne au fin fond du Nord. Et je vous remercie profondément pour vos applaudissements qui me vont droit au cœur. Je remercie aussi Marine Le Pen de m'avoir invité en tant qu'homme de gauche, républicain, libre, montrant la sincérité et sa sincérité de vouloir rassembler le peuple face à une caste méprisante. Chers amis, j'aimerais que nous ayons ici ce soir une pensée pour les salariés d'Ascoval et pour leurs familles, dans le département voisin. Leur avenir est hypothéqué à une reprise incertaine. Si cette aciérie devait fermer définitivement ses portes, ce serait un exemple de plus dans l'incapacité de l'État et du gouvernement de protéger nos industries, nos emplois et nos territoires. Je vous demande ici d'avoir une pensée pour eux, car ils luttent depuis de longs mois pour simplement préserver leur emploi, pour simplement pérenniser notre savoir-faire français, pour simplement faire un travail qu'ils aiment faire. Chers amis, ils pensaient enterrer les peuples et les nations, ils pensaient nous faire taire à jamais. En réalité, ils nous ont tous réveillés. Français d'origine serbe, conseiller régional de la France insoumise dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, membre de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon, j'ai été confronté à un choix crucial ces dernières semaines. Soit demeurer un élu silencieux sur les dérives de ma formation, pantouflard allant la soupe au conseil régional, ou celui de rassembler le peuple face à une oligarchie, celui de suivre et d'écouter et d'entendre ce peuple qui se réunissait sur les ronds-points pour faire face à la politique désastreuse et arrogante d'Emmanuel Macron. J'ai donc décidé, avec mon cœur, avec mes convictions patriotes et républicaines, de défendre les intérêts du peuple plutôt que ceux de la gauche. J'ai décidé de démissionner de mon mandat pour pouvoir soutenir publiquement la liste de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas, car j'ai su mesurer la sincérité du combat qui était mené par la présidente du Rassemblement national. Un combat exigeant, social, qui trouve aujourd'hui, et je l'ai vu sur le terrain, un écho particulier au sein du peuple français. Et en agissant ainsi, j'ai surtout rempli mon objectif, notre objectif, celui de propulser au cœur de la campagne la thématique de la souveraineté et de rendre le pouvoir au peuple face à l'arrogance du pouvoir en place. Comme vous, j'ai également fait le constat amer que notre République se communautarise. Sur l'autel du multiculturalisme, sur l'autel du mondialisme. Comme vous, j'ai fait le constat qu'il n'existe plus d'endroit aujourd'hui dans la vie d'un Français où le peuple se retrouve,
Ni à l'école, parce qu'ils ont détruit l'éducation nationale, ni lors du service militaire ou civil, parce qu'ils l'ont abandonné. Comme vous, j'ai déploré l'absence de communion nationale autour des valeurs de la République, de notre drapeau et de notre langue. Mais où sont donc passés les défenseurs de la République une et indivisible, face à leurs résultats politiques, face au risque d'une fracturation ethnique de la société française? Où sont passés les abonnés du soi-disant Front républicain qui gouverne ce pays depuis 20 ans? Ne devrait-il pas plutôt faire barrage à l'explosion des délocalisations, de la pauvreté et du chômage? Où sont donc passés mes amis défenseurs de la laïcité, à l'heure où le gouvernement, sous couvert de pression communautariste, souhaiterait revoir la loi de 1905, l'amoindrir, la modérer? Et je tiens à rappeler à ceux qui m'attaquent, parce que j'ai osé franchir ce Rubicon, à ceux qui m'accusent de racisme ou de je ne sais quoi, je tiens à leur rappeler que je suis petit-fils d'une grand-mère résistance et d'un grand-père résistant serbe, et je suis fier de l'être. Mais j'aimerais leur dire que s'ils ont versé du sang pour faire face au nazisme, ils ne l'ont pas fait pour l'écriture inclusive, ils ne l'ont pas fait pour la communautarisation, ils l'ont fait pour défendre la souveraineté de leur peuple et la liberté de leur peuple. Le bilan des gouvernements successifs, vous le savez comme moi, il est calamiteux, et je leur interdis aujourd'hui de prétendre défendre la République. Ces donneurs de leçons que les Français ont envoyés au pouvoir depuis maintenant 20 ans ont pour bilan comptable l'anéantissement de l'indépendance de la France, l'anéantissement de notre modèle social, l'irrespect vis-à-vis de nos anciens, de nos retraités, avec la hausse de la CSG, avec la fin du système de répartition des retraites, qui était un système solidaire. Ils ont finalement détruit l'héritage du Conseil national de la résistance, qui avait une idée plutôt simple, qu'un Français, où qu'il habite, où qu'il soit, puisse bénéficier des services publics les plus élémentaires, avoir une gare pour se déplacer, un médecin pour se soigner, une maternité pour accoucher, une école pour s'instruire. C'en est désormais terminé, et cet abandon de cette souffrance profonde vécue par des millions de Français n'a même pas mérité à leurs yeux un regard. Si ce n'est la seule fois qu'ils ont regardé cette réalité en face, c'était pour les viser au LBD lors des manifestations des Gilets jaunes. Alors, combien de temps allons-nous accepter cette injustice sociale? Combien de temps allons-nous supporter cet abaissement du niveau de vie de génération en génération, et en appelant à faire barrage à Emmanuel Macron? Je leur dis clairement, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la justice sociale, nous voulons rendre le pouvoir au peuple, c'est-à-dire leur redonner la fierté d'être un peuple qui décide de son avenir et de son destin. Oui, l'heure du peuple est arrivée, j'en suis convaincu, et je pense que l'avenir nous donnera raison. L'heure du peuple est arrivée pour nous protéger de cette concurrence déloyale, absolument folle, qui fait venir 500 000 travailleurs détachés sur notre sol. L'heure du peuple est arrivée pour relocaliser notre agriculture, favoriser les circuits courts, relocaliser notre économie, défendre le savoir-faire français qu'ils ont bradé depuis maintenant 10 ans, et par-dessus tout, reprendre notre destin démocratique en main. Alors on a différentes catégories qui se présentent à nous. Nous avons d'abord les soumis du XXIe siècle, ceux qui, par exemple, ont signé, ratifié les traités de libre-échange, qui, on le sait, détruisent nos producteurs, nos productions et notre environnement. Nous avons les dictateurs du XXIe siècle, comme ce président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui certainement, après avoir bu un petit peu, nous expliquait que qu'il n'y avait aucun vote démocratique qui ne pouvait remettre en cause ces traités. Voilà le système. Voilà le modèle démocratique qu'il compte léguer aux générations futures, avoir des peuples sans pouvoir, congelés, sclérosés et inertes. Et enfin, nous avons les lâches du XXe et du XXIe siècle, ce sont ces gouvernements français, soumis à cette mondialisation sauvage, qui ne bougent pas d'un pouce pour soutenir une entreprise, ses salariés, ses territoires, que ce soit à Florange, à Alstom, à Creusot-Loire ou ailleurs. Et je vous le dis en tant qu'élu, en tout cas bientôt anciennement élu, qu'à chaque entreprise que j'ai aidée, à chaque entreprise en faillite que j'ai suivie, pas une seule fois, l'État n'a bougé le pouce pour aider ses salariés et ses territoires, parce qu'ils sont tout simplement soumis à la concurrence libre et non faussée. Voilà les combats de demain, et voilà la réalité du monde d'aujourd'hui.
Cette réalité, j'en suis convaincu, ce n'est pas une gauche contre une droite, c'est un peuple contre une caste méprisable. Ce combat, ce n'est pas des États contre des États, mais bien une coopération des peuples qui aspirent ensemble à respecter et à être respectés dans leur souveraineté. Oui, c'est l'heure du réveil des peuples et de leur indépendance. Alors oui, nous pouvons bloquer Macron dès dimanche prochain. Si tel n'est pas le cas, notre souffrance va empirer. Le pouvoir souhaite réduire à néant ces 30 semaines de mobilisation des Gilets jaunes, ne lui faites pas ce cadeau. Ne vous abstenez pas, vous lui faites un cadeau. Non seulement ne vous abstenez pas, mais votez et faites voter autour de vous pour la liste du Rassemblement national, pour faire barrage à Emmanuel Macron. Et face à la campagne qui est menée face à nous, je me souviens, moi, du grand Jaurès, dont j'ai vu le buste dans la mairie d'Hénin-Beaumont, qui disait « À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien ». Eh bien oui, à ceux qui sont dépossédés, faibles, pauvres, abandonnés ou opprimés, il ne leur reste qu'un amour, qu'un seul recours. Et ce recours, c'est celui de la patrie. Donc oui, dimanche, peuple français, faites barrage à Macron en votant pour la patrie, en votant pour Jordan Bardella. Je vous remercie. C'est parce que nous sommes européens que nous sommes opposés à l'Union européenne. L'Europe des nations, c'est impossible. C'est un avenir que nous sommes en train de bâtir. Ce sont les nations qui sauveront l'Europe. Une politique courageuse est possible pour protéger nos frontières, pour protéger nos entreprises, pour protéger nos emplois, pour protéger notre agriculture. C'est possible. Rien ne doit nous conduire à nous soumettre à des lois qui ne sont pas les nôtres. Nous pensons que c'est chez eux, dans leur pays d'origine, que ces migrants doivent être relocalisés. Avec nous, l'Aquarius n'abordera pas sur les côtes européennes. Gagner demain, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Le moment politique est venu. Le soir du dimanche 26 mai, je veux que Castaner ait les larmes aux yeux en voyant arriver les résultats des bureaux de vote. Je veux que Macron, mais aussi que Juncker, que Merkel comprennent que c'est fini, que les peuples sont de retour. Merci mes amis. Merci mes amis. Finalement, nous y sommes. Après des semaines de campagne, nous y sommes enfin. Avant toute chose, et puisque cette campagne touchera à sa fin dans quelques heures, je voulais vous dire, à vous militants, sympathisants, électeurs du Rassemblement national, que j'ai été honoré et extrêmement fier de porter votre voix, de porter vos espoirs pendant toute cette campagne. Je mesure l'immense responsabilité que vous m'avez confiée et j'espère m'en être montré digne. Nous sommes à la veille d'un choix historique. Et quel meilleur endroit pour finir cette campagne des Européennes que la ville d'Hénin-Beaumont, qui est devenue l'une des principales villes de la résistance française. Cette ville d'Hénin-Beaumont a été conquise par notre ami Steve Briouat en 2014. On peut l'applaudir ? Steve a été un exemple pour nous tous, démontrant pendant des années ses qualités de cœur et la ténacité de son engagement. Pendant des années, il a pris des coups, il s'est battu sans jamais rien lâcher. Ça n'a pas toujours été facile.
Quand on se bat pendant toutes ces années, dans l'adversité, on en garde les cicatrices. Mais aujourd'hui, il porte avec fierté notre mouvement ici, à Hénin Beaumont. Il démontre que la gestion municipale du Rassemblement national est une gestion de bon sens. Ce même bon sens que l'on veut appliquer à l'échelle de la France et demain à l'échelle de l'Europe. Cette terre d'Hénin Beaumont, cette circonscription du Pas-de-Calais, c'est aussi une autre personnalité à qui je voudrais rendre hommage. C'était en 2012. J'avais 17 ans. J'étais et je suis resté, comme vous, un militant. Un militant qui a collé ses premières affiches dans les cités de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Je n'oublierai jamais que je me suis engagé en politique parce que j'ai vu l'injustice, parce que j'ai vu ma mère travailler dur et galérer chaque fin de mois, parce que j'ai vu le quartier où j'ai grandi, gangréné par l'insécurité, la violence, les trafics, l'islamisme. J'ai vu mon quartier et tous ceux qui l'entouraient devenir des zones de non-droit et progressivement des zones de non-France. Et il y avait une seule voix, une seule personne pour dénoncer et combattre tout cela, une seule personne pour défendre les gens comme nous, une seule personne qui m'a donné l'envie de m'engager, de faire quelque chose pour mon pays, et c'est ce qui m'a mené aujourd'hui ici jusqu'à vous. Je me suis engagé pour une femme de conviction, et c'est cette terre du Pas-de-Calais qui a fait d'elle à l'Assemblée l'une des meilleures avocates du peuple. Je veux bien sûr parler de notre présidente, Marine Le Pen. Dans cette campagne électorale, mes amis, tout est passé si vite. Tant les journées sont faites de rencontres, de débats, de confrontations et d'échanges avec vous. Une campagne électorale, ce sont des années vécues en quelques semaines. Ce sont des centaines de Français rencontrés, des centaines de visages que je n'oublierai jamais. Ce sont aussi des souffrances qui nous obligent à l'excellence, car on n'a pas le droit de trahir ceux qui vous confient leur destin. Ce sont aussi des espoirs qui nous poussent à ne jamais baisser les bras. Si nous, les militants de la France, les militants patriotes, nous ne défendons pas notre pays, alors qui le fera ? Si nous restons couchés, qui se lèvera à notre place pour défendre la France et protéger les Français ? La France est à la croisée des chemins et nous n'avons pas le droit de détourner le regard. Pendant ces mois de campagne, j'ai vu le vaste panorama de cette France qui ne renonce jamais, qui se bat chaque jour et qui est digne. Cette France qui ne réclame rien d'autre que la liberté de vivre de son travail et la liberté de vivre en paix chez elle, sans être étranglée d'impôts, sans avoir à subir les lubies ou les délires des bureaucrates. Je n'oublierai jamais les salariés d'Arjowiggins, cette papeterie de la Sarthe où nous sommes allés rencontrer ces salariés, ces 600 salariés qui s'apprêtent à voir disparaître leur travail et avec lui une partie de leur dignité. Pourquoi ? On pourrait faire quelque chose. Le gouvernement pourrait faire quelque chose. Le gouvernement pourrait agir pour sauver Arjowiggins, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il se couche devant la Commission européenne de Bruxelles qui aujourd'hui nous interdit d'aider, de soutenir et d'accompagner nos entreprises. Alors nous leur disons on arrive. Et nous leur disons que nous ne plierons jamais devant ceux qui voudraient nous empêcher d'aider, de protéger et de favoriser nos emplois, nos entreprises. Car derrière la fermeture d'usines, il y a la perte de ce savoir-faire inestimable qui fait rayonner la France. Il y a la perte d'emploi pour les travailleurs qui ne peuvent plus vivre décemment. Et derrière ces travailleurs privés d'emploi, il y a des centaines de familles plongées dans la détresse. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une usine qui ferme, c'est un territoire qui meurt. Ce sont des boulangeries, des bistrots, des commerces qui ferment et autant de familles mises sur le carreau par la mondialisation sauvage. Pour les commissaires européens, tout cela, ce sont des statistiques, des variables, quelques chiffres. Pour nous, ce sont les vrais gens, ce sont la vraie vie et ce sont les vrais problèmes.
Alors honte à cette Union européenne sans âme qui laisse se produire ces drames. Honte à ces commissaires européens lointains. Honte à tous ces bureaucrates froids. Honte surtout à nos dirigeants français qui, depuis 30 ans, ont ratifié des traités européens qui empêchent de privilégier et de protéger nos entreprises. À refuser de se battre, à se soumettre en toute occasion, à vouloir être les meilleurs élèves de l'Union européenne, nous le disons, la France en mourra. Sur la tombe de nos industries, nous pourrons marquer « Nous avons respecté les traités ». Envoyer balader ces règles absurdes qui envoient à la casse des millions d'emplois, tout cela est possible. Et ce combat des européennes, c'est aussi celui des vrais gens contre le monde de l'argent roi, contre un monde où tout se monnaie, un monde où tout se marchande, où tout s'achète, où tout se vend. Ce combat des européennes, c'est aussi celui de la dignité du peuple et de la colère face au monde de l'arrogance et de la futilité incarné par l'insulteur en chef Emmanuel Macron. Dans cette campagne, mes amis, nous avons été aussi les seuls à porter un sujet aussi crucial que brûlant, celui de l'immigration de masse. L'immigration de masse n'est pas seulement un coût insupportable pour la collectivité, c'est aussi une source majeure d'insécurité et de désordre. Que l'on soit clair, l'immigration est un drame, le déracinement est un drame, et personne, même M. Hamon, ne devrait se satisfaire que des populations aient acquitté leur terre, la terre de leur père, pour aller vivre des vies de galère et de misère sur un continent, le nôtre, où nous n'avons malheureusement plus rien à offrir. Parce qu'il faut qu'on arrête de faire miroiter au monde entier ce qu'on est aujourd'hui bien incapable de donner aux Français et aux peuples européens. Je revendique cette liberté d'expression qui nous permet de dire les choses comme tout le monde les voit et d'admettre avec honnêteté que de continuer d'accueillir des centaines de milliers de personnes dans notre pays chaque année, tout cela n'est plus possible. Arrêter la submersion migratoire, rétablir des frontières nationales qui protègent, couper le robinet des aides sociales à la terre entière, cela s'appelle du bon sens. Et si les Français le veulent, alors nous le ferons. Hier soir, vous avez peut-être regardé le débat qui nous opposait à l'ensemble des têtes de liste. Et il y a eu cet échange houleux avec M. Hamon qui... au-delà d'avoir été détestable et impoli, nous a dit heureusement qu'il y avait la République pour accueillir des Bardella. Ce à quoi je lui ai rappelé que je faisais partie d'une génération issue de l'immigration qui, lorsqu'elle est arrivée en France, a voulu faire de la France son pays, a tout fait pour s'intégrer, et que chez moi, quand j'étais petit, à la maison, on parlait le français. Et cet effort d'assimilation et d'intégration que nous avons fait, j'ai dit à M. Hamon qu'il n'y avait aucune raison, aucune, que les générations d'après soient dispensées du même effort. Nous assumons de dire qu'en France, les Français doivent être prioritaires et que l'État doit tout faire pour les protéger. De son côté, Nathalie Loiseau, en macroniste disciplinée, franchement, la meilleure réponse qu'on peut lui adresser, c'est dimanche dans les urnes. Nathalie Loiseau estime, elle, qu'on n'en fait pas assez en matière d'accueil des migrants. Hier soir, au débat qui nous opposait, vous l'avez entendu, Nathalie Loiseau a dit qu'il fallait accueillir les bateaux de migrants de l'Aquarius, de tous les bateaux de ces organisations militantes qui veulent imposer aux nations d'Europe une immigration continue et une immigration incontrôlée. Alors, Madame Loiseau et Monsieur Hamon, ils peuvent faire les belles âmes sur les plateaux. C'est ce que j'ai dit avec eux, l'accueil des migrants, c'est toujours bon, mais toujours chez les autres, avec l'argent des autres. Mais accueillir un Aquarius, c'est forcément envoyer un signal à un second, puis à un troisième, puis à 4, 5, puis à 10 et à des centaines. Cette naïveté à l'égard de la libre circulation, ce fantasme
a aussi fait circuler dans notre pays librement les armes, les drogues, et nous l'avons vu récemment, les terroristes. Leur libre circulation, leur espace Schengen, leur refus de voir appliquer des frontières nationales, c'est-à-dire des portes à la Maison France, c'est ce qui a permis à un terroriste tunisien arrivé clandestinement à Lampedusa d'aller commettre un attentat sur le marché de Noël à Berlin, puis pour ensuite être abattu à Milan, en Italie, et trois pays en 2 jours. Ce sont les terroristes migrants du Bataclan, arrivés sur l'île de Lesbos en Grèce, préparant des attentats à Bruxelles en Belgique pour ensuite tuer des innocents à Paris. Ce modèle-là, où on se souvient des Français et des peuples pour leur faire les poches ou leur imposer des migrants, nous n'en voulons plus. Le modèle que nous voulons, c'est un modèle où les peuples sont au cœur de la décision politique. Un modèle où l'on n'a pas peur de consulter les peuples par référendum, parce que oui, les peuples ont leur mot à dire. Savez-vous de quand date le dernier référendum national organisé en France? De 2005. Il y a bientôt 15 ans, c'était sur la Constitution européenne. Vous aviez dit non et vous aviez eu raison. Ce vote a été piétiné, bafoué, et le train fou de l'Union européenne a poursuivi sa route. Aujourd'hui, mes amis, nous avons une chance historique de réorienter l'Europe. Même le titubant Jean-Claude Juncker, qui ne sait plus vraiment où il habite, le reconnaît. La poussée des souverainistes aura un impact majeur sur la politique de l'Union européenne, a-t-il dit. Avec nos alliés au pouvoir, en Italie et dans plusieurs pays d'Europe, tout comme au Parlement européen demain, nous travaillerons dans l'intérêt des peuples et dans l'intérêt des nations. Le travail de nos députés actuels est remarquable et je voudrais ici les saluer. Contre les directives absurdes, contre les traités de libre-échange qui détruisent nos emplois, contre la répartition imposée des migrants, pour une Europe des nations et des libertés, nos élus se sont battus chaque jour pour défendre l'intérêt des peuples, pour défendre l'intérêt des Français et l'intérêt de la France à Bruxelles. Et quand je vois le président Macron parler du bilan de nos députés à Bruxelles et à Strasbourg, avec les mots de mépris, d'arrogance et les petites phrases mesquines qu'on lui connaît, je me dis que lui ne peut pas vraiment bomber le torse quand on regarde l'état de son bilan après 2 ans de mandat. En 2 ans, jamais la France n'a été aussi fracturée, jamais les Français n'ont été aussi insultés par leurs dirigeants, jamais le pouvoir d'achat n'a été aussi affaibli, jamais l'impôt n'a été aussi insoutenable pour les classes moyennes et les classes populaires. Jamais la France n'a été aussi isolée sur la scène européenne. Jamais la colère des Français n'a été aussi grande. En 2 ans, les Français ont vu ce fameux président qui prenait la bienveillance, qui devait incarner le nouveau monde, se comporter comme un chef de clan, comme un chef de faction. À l'Élysée, il n'y a plus un président de la République au sens réel du terme. Il y a le représentant d'une caste qui traite les Français comme des ennemis et à qui il a décidé de mener la vie dure. Connaissez la phrase du général de Gaulle? Le président de la République ne saurait être confondu avec aucune faction. Il doit être l'homme de la nation tout entière, exprimer et servir le seul intérêt national. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne sert plus l'intérêt national et l'intérêt général, mais d'obscurs intérêts privés, comme ceux de multinationales, comme Bayer Monsanto qui finance son groupe au Parlement européen. Il ne sert plus les Français. Alors mes amis, ce dimanche 26 mai, les Français peuvent fermer la parenthèse de 2 ans d'échecs, de mépris et d'insultes. On ne peut pas laisser Emmanuel Macron poursuivre le travail de sape qu'il a commencé il y a 2 ans. On ne peut pas le laisser affaiblir la France et continuer d'humilier les Français. On ne peut pas le laisser demain, s'il l'emporte, diminuer les retraites comme il souhaite le faire. On ne peut pas le laisser demain continuer de vendre notre patrimoine. Aéroport de Paris, Engie, la Française des Jeux, tout cela n'est pas à lui, tout cela appartient aux Français. Avant d'aller voter, mes amis, gardez bien en tête toutes les humiliations que Macron nous a fait subir. Gardez bien en tête la baisse des APL pour les étudiants alors que l'impôt baissait pour les plus fortunés.
Gardez bien à l'esprit la hausse de la CSG qui a si durement touché nos retraités et nos fonctionnaires. Gardez bien à l'esprit les petites phrases mesquines et méprisantes. Quand les Français occupaient des ronds-points avec de justes revendications, ils représentaient pour Macron une foule haineuse. Quand les Français refusaient des réformes qui rendent la vie si difficile à nos compatriotes, ils étaient qualifiés par Macron de Gaulois réfractaires. Gardez bien tout cela à l'esprit dimanche avant d'aller voter. Je vous le redis, nous n'avons plus rien aujourd'hui d'un président de la République, mais un méprisant de la République, un homme qui n'aime pas le peuple et qui gouverne contre son peuple. Si les Français le veulent, ils peuvent décider le 26 mai de ne plus subir. Ils peuvent enfin se réapproprier le pouvoir qui leur a été confisqué. Ils peuvent enfin reprendre la main et relever la tête. Alors, mes amis, le 26 mai, on va voter pour stopper Macron. Nous allons voter non seulement contre l'Europe de Macron, mais contre la politique de Macron et pour l'Europe des nations. Ce dimanche, mes amis, il est temps de relever la tête. Alors ne subissez plus et donnez à Emmanuel Macron la plus belle leçon d'humilité qu'il mérite. Dimanche, Françaises, Français, vous n'aurez qu'un seul tour, qu'un seul jour, qu'un seul vote, alors prenez le pouvoir. Vive le peuple français, vive les nations libres et vive la France! Je sens qu'on nous a gardé le meilleur public pour la fin. Alors, merci. Et on accueille Marine Le Pen. Merci, mes chers amis. Permettez-moi, avant tout propos, d'avoir avec vous une pensée pour la dizaine de personnes, dont une jeune enfant blessée à Lyon dans un attentat terroriste, et de leur apporter en votre nom notre soutien à tous. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, cher Steve, c'est peu de dire que je suis heureuse d'être parmi vous ce soir. J'allais dire en famille, pour ce dernier acte de la campagne, avant l'acte 26 mai. Heureuse d'être ici, chez nous, sur cette terre si française, populaire et patriote du bassin minier. Cette terre qui, même au pire moment politique pour nous, il y a un peu plus de 10 ans, a conservé intacte la flamme de l'espérance française, l'entretenant malgré les vents mauvais, malgré les attaques injustes, malgré les pressions des puissants. Quand on n'a rien ou qu'on a peu, on sait qu'on a la patrie au fond de soi.
C'est-à-dire cette richesse de cœur, ce sentiment d'appartenance irréductible qui entretient le feu bienfaisant de l'amour des siens et donc l'esprit de solidarité entre Français. Ce courage dont vous avez fait preuve, cette détermination à défendre la cause nationale a fait lever le grand souffle de vie et d'espoir qui a permis au Rassemblement national d'être la belle force politique qu'elle est aujourd'hui, premier parti d'opposition et même déjà premier parti de France. Cette flamme de l'espérance nationale qu'ensemble nous avons fait naître ici, a rayonné. Elle a diffusé sa douce chaleur à tout le pays, qu'elle étend maintenant à toute l'Europe, de l'Estonie à l'Espagne, de l'Italie au Danemark, de la Tchéquie à l'Allemagne. Nous vivons une révolution qui est d'autant plus belle et exaltante qu'elle est pacifique et démocratique, qu'elle émane des profondeurs de notre pays et procède de l'instinct de vie de la France éternelle. Vous pouvez être fiers, mes amis, de ce que vous avez réalisé. Cette page d'histoire que vous avez écrite, ici, dans la Cité des Nains, ici, dans le bassin minier, au cœur du pays ouvrier, n'est plus seulement votre histoire, mais soyez-en honorés, un peu d'histoire de la France et dimanche prochain de l'Europe. Cette page d'histoire, nous allons l'écrire pour nos parents et pour ceux qui nous ont précédés et nous ont honorés d'un legs fabuleux, de ce patrimoine matériel et immatériel prodigieux et irremplaçable qui s'appelle la France. Ce patrimoine, c'est à nous et à nul autre de le préserver, de l'enrichir pour le transmettre ensuite à la chaîne des générations qui vont nous suivre. Cette page d'histoire, nous allons l'écrire aussi pour nos enfants, parce que nous voulons qu'ils vivent mieux que nous, parce que nous voulons pour eux le bonheur et la sécurité, et parce que, disons-le, nous voulons pouvoir être fiers du pays que nous leur confierons. Dans les périodes de grands tourments économiques ou sociaux, dans les périodes où se dressent des défis démocratiques, sécuritaires et identitaires sans précédent, dans les périodes où les repères se perdent et où l'horizon s'obscurcit, c'est à des Français comme nous, comme vous, mes amis, qu'il appartient d'indiquer la voie du redressement. Nous avons mené cette campagne dans cet esprit, avec l'idée chevillée au cœur d'éveiller les consciences et de convaincre, mais aussi d'imaginer et de proposer. Nous n'avons pas ménagé nos efforts. Je voudrais dire ici publiquement combien nous sommes fiers de l'exploit que Jordan a d'ores et déjà accompli. Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire qu'il est la révélation de cette campagne. Bravo, bravo Jordan et merci à toi pour ton courage, ta détermination, ton énergie, mais aussi, vous l'avez constaté, ton humilité, ta gentillesse et ta profonde empathie. Il était logique que notre liste qui porte le message du peuple soit conduite par un fils du peuple, issu d'un milieu modeste, élevé par une mère célibataire et qui a grandi dans une cité d'un quartier qu'on désigne comme difficile. Le voir débattre victorieusement, le voir affronter et mettre en déroute les représentants de l'oligarchie méprisante, la triste et prétentieuse Madame Loiseau, ça a été pour moi, et j'en suis sûr aussi pour vous, un immense motif de satisfaction, mais également de fierté. Je suis heureuse aussi qu'en envoyant au Parlement européen, peut-être le plus jeune député européen de l'histoire, comme avant lui Ludovic Pajot à l'Assemblée nationale et David Rachlin au Sénat, nous lancions aux jeunes un message en leur disant « Venez dans l'aventure avec nous, chez nous il y a des généraux de 23 ans ».
Merci aussi à tous ces colistiers qui ont sillonné la France, les plateaux de télévision, les marchés et parfois prêché dans les coins les plus reculés de notre beau pays. Thierry, Jean-Paul, Hervé et tous les autres qui sont derrière moi sur cette tribune, sans oublier ceux qui ont labouré dans toutes les Outre-mer, à La Réunion, en Guadeloupe, en Polynésie, à Mayotte, à la Martinique, en Guyane. Vous avez été magnifiques. Bravo, bravo à vous. Merci à vous aussi, bien sûr, les militants, nos élus et nos cadres de notre beau Rassemblement national, qui vous êtes dépensés sans compter, qui avez collé, boité, tracté, organisé des réunions. Toutes les voix que vous avez été chercher, une à une, vont être décisives pour décider du sort de cette bataille. Vous méritez nos applaudissements. Merci aux éminentes personnalités qui, venant de tous les horizons, nous ont apporté leur soutien politique et ont appelé à voter pour la liste de Jordan. Nicolas Dhuicq, ancien député LR, Andréa Cotarac, bien sûr, que vous avez entendu, issu de la France Insoumise, ou Virginie Angevin de DLF, et tant d'autres comme ces maires qui nous ont reçus chaleureusement dans leur commune. Bravo à tous et bravo aussi à vous d'être là ce soir. Parce que, après tout, le premier succès de cette campagne est d'avoir réussi le pari du rassemblement. Et d'abord le rassemblement de toutes ces forces nationales européennes que j'ai pu rencontrer dans mes voyages et auxquelles j'ai apporté le salut et le soutien des patriotes français. Ce rassemblement dont le superbe meeting de Milan avec Matteo Salvini a témoigné de la puissance et du dynamisme joyeux. Mais aussi le rassemblement des Français. Unir des Français de toutes les régions, de tous les milieux, de tous les horizons politiques, de toutes les origines, c'est, vous le savez, notre projet. Parce que l'unité nationale constitue l'essence même du projet national que nous portons. Cette unité nationale, les Français y aspirent. Le Rassemblement national est en train de la réaliser, non pas pour lui, non pas pour des ambitions personnelles, non pas pour je ne sais quel sentiment de revanche dont nous n'avons que faire, mais pour nos enfants, pour notre peuple, pour notre pays et pour l'avenir. La politique n'est pas un divertissement. Ce qui se joue est sérieux. Décider pour les 5 ans à venir en Europe, pour les 3 ans à venir en France, avec des décisions parfois irréversibles. Dimanche se joue une bataille dont l'enjeu est triple. Un enjeu européen, dire non à l'Europe de Macron. Un enjeu national, dire non à la politique de Macron. Un enjeu de civilisation, dire non à la vision destructrice de Macron. Un enjeu européen parce que pour la première fois depuis 60 ans avec nos alliés européens, qui eux aussi incarnent le réveil des peuples d'Europe, nous avons la possibilité d'engager cette construction d'une Europe des nations et arrêter cette Union européenne. Et donc, monter sur les chemins de l'alternance. Une alternance en 60 ans, ce n'est quand même pas trop demandé. Nous avons le sentiment d'avoir mené une campagne loyale, positive, constructive et, en termes de programme, novatrice. Nous avons rappelé cette vérité première qu'il faut toujours avoir en tête, l'Union européenne n'est pas l'Europe. Mais au contraire, l'Union européenne détruit la belle idée européenne. Notre projet d'Alliance européenne des nations a pour ambition, vous le savez, de substituer la coopération libre de nations à la concurrence généralisée, à la compétition de tous contre tous, ce poison qu'a inoculé l'Union européenne à toute l'Europe. Les nations à la place de la Commission, la coopération à la place de la soumission. Notre projet tend à la prospérité et à la justice quand l'Union européenne impose une austérité asséchante. Nous allons arrêter le saccage de nos métiers, arrêter la destruction de nos emplois, nous allons arrêter le massacre social. On ne dirige pas un pays en acceptant de voir ses compatriotes glisser vers le déclassement et la misère sociale. Être national, c'est penser que personne ne puisse être laissé sur le bord du chemin. Comme dans une famille, la nation n'abandonne jamais ses enfants. Notre projet met à l'honneur la diversité des cultures européennes qui font notre richesse et le rayonnement de notre continent, quand l'Union européenne, elle travaille à l'uniformité. Nous voulons vivre en France comme des Français et en Europe comme des Européens. Alors que la guerre économique mondiale appelle des régulations,
appelle des protections, ce qu'ont compris toutes les grandes nations, les États-Unis, la Chine, l'Inde. L'Union européenne est la dernière à désarmer nos nations, en les livrant à un libre-échangisme insensé et un sans-frontiérisme suicidaire. Pire, en laissant passer toutes les révolutions technologiques du XXIe siècle, le numérique, la 5G, l'intelligence artificielle, l'Union européenne nous condamne s'il n'y a pas de sursaut à la soumission économique et donc, mes chers amis, à la soumission politique. Nous proposons une Europe de l'ambition qui, en s'appuyant sur son socle fondateur que sont les nations, nous permettra de retrouver pour la France et pour l'Europe les voies de la grandeur et de la puissance. Notre projet se résume aisément. 1. La liberté des peuples. 2. La dignité du peuple. Le peuple, c'est lui que nous avons mis au centre de notre campagne. Un enjeu européen, donc, mais aussi un enjeu national. Du vote de dimanche dépend tout le reste du quinquennat. Macron peut continuer de rouler à tombeau ouvert sur la route glissante si le feu est au vert. Ou il peut être stoppé pour que la voiture change de direction. Et ça, c'est à vous de le décider. Le 26 mai, c'est la dernière sortie avant l'autoroute. Après, il faudra sortir le portefeuille. Du haut de son piédestal présidentiel, M. Macron s'est en effet érigé en soutien, puis en directeur de campagne, puis enfin en tête de liste de substitution d'En Marche. Il a clairement fait de cette élection un référendum pour ou contre son action, et presque pour ou contre sa personne. Une fois encore, il nous propose de venir le chercher. Et moi, je vous suggère de le prendre au mot. Le 26 mai, il faut aller le chercher dans les urnes, Emmanuel Macron. Il prend tellement les Français pour des idiots qu'ils croient pouvoir acheter leur vote avec des promesses de dernière minute aussi mirobolantes qu'improbables. Mais pour qui nous prend-il? Dimanche soir, ce sera clair. Où Emmanuel Macron arrive en tête et il considérera ce résultat comme un plébiscite, le relégitimant pour poursuivre, accélérer et aggraver sa politique. Pour les Français les plus modestes, pour les retraités, mais même pour les cadres et les entreprises, ce sera terrible. Rabotage des droits sociaux, rabot sur les retraites, tripatouillage des pensions de réversion, rabot sur votre pouvoir d'achat, nouveaux impôts, augmentation des services comme l'électricité, augmentation de leur prix bien sûr, explosion du prix de l'essence, bradage des aéroports et des barrages hydroélectriques, on aura droit à tout. Ou alors, Jordan arrivera en tête. Et alors, vous aurez désavoué Macron et sa politique injuste, inefficace et brutale. Pour cela, il est impératif de placer en tête la seule liste en mesure de le battre, la liste du Rassemblement national. Les centaines de milliers de gilets jaunes, les vrais, pas les casseurs d'extrême gauche, qui ont manifesté depuis le 17 novembre, comme les dizaines de millions de Français qui les ont soutenus dans leurs revendications, ne peuvent laisser anéantir ce qui a été acquis, laisser dilapider la dignité qu'ils avaient retrouvée dans l'action. Le vote Rassemblement national, c'est le débouché démocratique naturel qu'ont exprimé les citoyens et les territoires oubliés de la politique. Je ne préfère pas imaginer ce qui arrivera si le jupitérien M. Macron se croit investi des pleins pouvoirs pour le reste du quinquennat. Nous le savons d'avance, il en abusera, en amplifiant son pouvoir solitaire et personnel, en creusant les injustices, en s'attaquant aux plus faibles, en divisant les Français entre eux. Dimanche, mes chers amis, ne laissons pas le mépris l'emporter. Ne laissons pas un pouvoir régner en dressant les Français les uns contre les autres, les policiers contre les gilets jaunes, ceux qui travaillent contre ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui ne travaillent plus. Ne laissons pas davantage s'instaurer un régime inquiétant en ce qu'il rogne, on s'en aperçoit tous les jours, nos libertés individuelles. Chacun doit avoir à cœur pas seulement de donner du sens à son vote, mais de lui donner du poids en votant utile. Rendre sa voix utile, c'est délaisser les votes infructueux de témoignages, sympathiques peut-être, mais inutiles, puisque les listes en dessous de 5% auront 0 député. Le vote, Jordan vous l'a rappelé, a lieu en un tour. Il n'y aura pas de séance de rattrapage jusqu'à la fin du quinquennat.
Puisque les autres élections, vous le savez, seront locales, municipales, départementales, régionales. Dimanche, ni abstention, ni dispersion, mais mobilisation, entendons-nous bien. L'appel à la rébellion électorale, au rassemblement électoral que je lance n'a pas pour objet de décrocher 1 ou 2 députés en plus pour le Rassemblement national, mais de peser concrètement sur la vie politique, donc sur votre vie quotidienne pour les années à venir. Si la liste Macron est battue, ce ne sera pas seulement une victoire morale, une satisfaction dans une soirée électorale, le retour d'une fierté bafouée pour les humiliés, mais ce résultat l'obligera à écouter, il l'obligera à entendre. Et parce que l'avertissement sera démocratique, sera sans ambiguïté, il l'obligera à changer de politique. Dimanche, le moment est venu de rendre le pouvoir au peuple. Le troisième enjeu de cette élection est un enjeu que je qualifie un enjeu de civilisation. Je fais bien sûr référence à l'immigration-submersion, qui est une constante de la politique européenne et qui est la marque du pouvoir macronien en France. Derrière l'immigration, il n'y a pas seulement la ruine de nos systèmes sociaux. Il y a, on le sait, l'insécurité et l'islamisme, qui sont les prolongements constatés de cette irresponsabilité migratoire. Et puis, à plus long terme, on le constate dans d'innombrables villes et quartiers, le poids des islamistes conduit inévitablement à une remise en cause de nos valeurs de civilisation, comme l'égalité homme-femme, de nos valeurs républicaines comme la laïcité, de nos modes de vie, de nos traditions comme les fêtes de Noël, de notre liberté d'aller et venir partout en France. Un dirigeant digne de ce nom est un dirigeant qui fait respecter la France et les Français. Mais l'enjeu de civilisation ne tient pas seulement à l'immigration, mais également à la conception que l'on a de l'homme. Pour les gens de Bruxelles comme pour ceux de l'Élysée, les hommes doivent être réduits à leur dimension économique. Ils ne sont que des agents économiques qui produisent et qui consomment. Des individus nomades, déplaçables, dont on se sert pour le profit de quelqu'un et qu'on jette quand on n'en a plus besoin. Pour nous, l'homme n'est pas une marchandise, mais un être de sentiments attaché à sa terre, au sien, à sa patrie. C'est un héritier, celui d'une culture et d'une civilisation, mais c'est aussi quelqu'un qui s'honore de transmettre ce qu'il a reçu, de le transmettre plus beau, plus riche et plus vivant, qui refuse aussi de détruire sa planète, son environnement, celui où va vivre ses enfants pour quelques milliards de profits supplémentaires. C'est donc un citoyen conscient de ses devoirs et donc un citoyen reconnu dans ses droits et dans sa dignité. Cette vision haute de l'homme et du citoyen, cet attachement à la République et au peuple, cette vision fraternelle de la société et de l'Europe, nous la portons avec vous. Nous la porterons en France et en Europe. Nous la porterons grâce au peuple pour que vive l'Europe des nations et pour que vive la France. Mes amis, cette Marseillaise-là,